Bonjour à toutes et à tous à ce webinaire sur l'abus de l'abus au pouvoir. Ce webinaire sera disponible en anglais et en français. Vous allez voir les diapositives s'afficher. Vous pourrez également choisir la langue de votre Nous choix. allons d'abord voir deux slides expliquant le système d'interprétation et comment choisir votre langue. J'espère que ça marche pour tout le monde. Hope it works for everyone and that everyone can now hear me or the interpreter in the language of Vous your entendez choice. certainement maintenant les interprètes dans la langue que vous avez sélectionnée. All right. Donc, nous allons So we're commencer. going to Merci start. de Thank votre you for présence being here aujourd'hui. with us Je today. suis Frédéric I'm Mousseau, Frédéric Mousseau. directeur I'm the policy des director politiques à at the l'Auckland Auckland Institute. At the Nous last count, avons we had about environ 80 118 participants participants enregistrés registered for pour the ce webinaire, webinar, y compris including des collègues colleagues des from civil organisations de la society société civile, du milieu organizations, universitaire, des academia, médias, de la media from République du Congo DRC and from around et the d'ailleurs world. dans le monde. So I give you all Nous a vous very souhaitons warm welcome. la bienvenue. This event will run for Nous 1 hour sommes 15 ensemble pour minutes. 1h15, Our 1h15 panelists are minutes. Nos going panélistes to vont each procéder à une make a courte short présentation. presentation, which Chaque will be présentation sera followed by suivie a par une Q&A. session de Please use questions-réponses. the Q&A Vous avez donc button le at the bottom of bouton your screen if you want au bas de to l'écran send si us vous souhaitez a intervenir, question. poser une question sur le chat. The Auckland Institute new report from Le Abuse to rapport de Power l'abus au pouvoir describes a how montré fortress les questions de conservation based on the conservation forced eviction of et indigenous les people from préoccupations their liées land aux leads to horrific violations human rights préoccupantes des droits violations, humains vis-à-vis des populations facilitate présentes the illicit sur extraction les zones of protégées mineral and et les zones de resources. conservation de la It also nature. Il ne shows that fait aucun doute despite que recent ce scandals grand in scandale dans park la managed gestion by des parcs et large conservation par des grandes NGOs such ONG as telles que le WWF, WWF or WCS WCS, they et and des the bailleurs de international fonds internationaux donors qui les ont that support soutenus them have failed to et address violence and du abuses fait by eco guards surtout la and security question de la réponse forces. aux problématiques The d'agression de la report part des calls gardes for an forestiers urgent de ces change zones of protégées. paradigm to end fortress conservation in DRC. Nous ne pouvons pas We cannot protect the protéger la biodiversity if we don't biodiversité si nous protect ne and protégeons respect pas the les droits basic humains rights of basiques des indigenous populations autochtones et and des local populations locales. communities. Puisqu'après After tout, all, these are those who have c'est là effectively où, protected their depuis des milliers territories d'années, for ces thousands territoires ont of été years protégés, until the même jusqu'à colonizers came. l'arrivée des We will hear nations from coloniales. today from the panelists about Les the panélistes situation nous and exposeront their leur insights on the situation. way forward. Je vais laisser I'm now maintenant la going to parole et move to parler French en for our français first pour notre panelist. panéliste en français. Donc, je passe en français pour le premier panéliste. Il s'agit de Blaise Moudodossi de l'ONG congolaise Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées, APEM de son acronyme. L'APEM est une ONG congolaise qui s'est donnée pour mission de combattre les injustices dans la gestion des ressources naturelles et travaille via une variété d'actions, de recherche, plaidoyer, différentes activités de soutien aux populations autochtones, d'éducation et de mobilisation. Blaise travaille depuis de nombreuses années sur le sujet et nous voulions lui demander dans un premier temps, pour planter le décor, de décrire brièvement pour nous la problématique de ce qu'on appelle la conservation forteresse en RDC. Il nous rejoint depuis Kinshasa et Blaise, bienvenue, merci d'être avec nous, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric, et merci à tout le monde. Je suis très content d'être associé à cette discussion qui porte sur un sujet très, très important dans notre pays, qui est la conservation et les droits humains. Et comme vous le savez, notre pays, la RDC, a un très grand potentiel hein, sur le plan de la faune et sur le plan de la flore. Et aujourd'hui, quand vous regardez, il a un réseau le plus important des aires protégées en Afrique et qui lui-même constitue, prend 14% de son territoire. Et il est composé de 9 parcs nationaux avec 63 réserves et domaines de chasse. Et comme le rapport l'a mentionné, et plusieurs autres rapports, on est vraiment dans une approche de conservation forteresse, une approche qui avait été héritée de la colonisation et qui continue malgré tout ce qu'on est en train de faire comme travail. Et moi, je vais juste vous présenter le contexte et ce qui est là aujourd'hui. Et dans les discussions, on pourra aller un peu plus loin parce que, bon, ce qui est vrai est que nous sommes vraiment dans une conservation stricte pour certaines aires protégées.
et notamment les parcs et certaines réserves intégrales. Et il y a aussi une conservation partielle, hein, où on a des communautés dans des aires protégées. Et là, c'est beaucoup plus certaines réserves et quelques domaines de chasse. Voilà. Et donc, quand on regarde la manière dont les choses se passent, parce que toutes ces aires protégées-là sont sous la gestion de l'ICCN, qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et c'est un établissement public de l'État et voilà, qui fonctionne avec évidemment plusieurs partenariats. Et depuis un moment, ils se sont engagés dans les partenariats publics-privés et et c'est la raison pour laquelle dans plusieurs sites importants, nous avons des grandes organisations de conservation qui sont en train de travailler avec l'ICCN pour la conservation de ces sites-là. Alors, pour nous, comme société civile, c'était important d'avoir ces organisations parce qu'on pense que ces organisations-là ont en place un certain nombre de sauvegardes et ils vont vraiment regarder la question des droits humains dans les aires protégées. Parce que, comme Frédéric l'a dit, il y a aires protégées et c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont existé dans ces zones et qui ont protégé ces zones jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un potentiel en faune et un potentiel en flore. Et malheureusement, bon, quand les aires protégées ont été créées, parce qu'il y a toute une histoire, hein, il y a des aires protégées qui ont été créées avant la colonisation, il y a les aires protégées qui ont été créées juste après la colonisation vers les années 70, et il y en a aussi des aires protégées qui ont été créées dans la vague de 2006. Et il y a aussi un autre parc qui a été créé en 2016, juste après la loi qui a un tout petit peu évolué par rapport aux droits des communautés en 2014. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque partout dans les aires protégées de la RDC, il y a toujours des problèmes. Des problèmes liés d'abord aux expulsions, parce que certaines aires protégées, en les créant, on était obligé de mettre dehors certaines communautés, déplacer certains villages, et ça s'est vu dans plusieurs sites. Et il y a dans tout ça, il y a maintenant un souci d'accès aux ressources, parce que certaines zones qui constituent aujourd'hui des aires protégées ont été pendant plusieurs années des zones de vie des communautés et où ils y tiraient tout, quoi, hein, la nourriture, les médicaments et tout. Donc pour eux, la forêt, c'est vraiment la vie. Et maintenant, ils se sont retrouvés à côté et souvent, là où ils se retrouvent, souvent, ils ne sont pas bien accueillis hein, parce qu'on leur toujours rappelle que voilà, chez vous, c'est de l'autre côté. Et ça, on l'a vu, que ce soit au Penkabe, que ce soit au niveau des Salonga. Et voilà, on voit des situations comme ça. Alors, il y a cette gestion policière et qui souvent met à mal la situation autour de ces sites-là, où on a des personnes qui sont armées et qui souvent, ils n'ont pas toute la formation nécessaire pour des questions de droits humains, des questions d'humanisme, ainsi de suite, et tout, et tout. Et ils se retrouvent dans des zones où on a, parce que dans certains coins, on voit vraiment que l'État n'est pas très présent. Et eux, comme structure, organe étatique, ICCN, et il est vraiment au niveau, au-dessus de la mêlée, quoi. Et ce sont des questions qui souvent fait en sorte que on va au-delà de ce qu'on peut faire. Alors, à côté de cela, il y a aussi toute la question maintenant des conflits hommes-femmes qui se posent dans certaines zones et qui jusque-là manquent de solutions. Et donc, on est vraiment dans une situation où il y a beaucoup de problèmes parce que quand on regarde aussi le moyen de fonctionnement de l'ICCN lui-même, et quand on regarde ces gens-là qui ont l'arme, qui utilisent les armes pour protéger les sites, combien ils perçoivent
quelle formation ils ont. C'est tout ça aussi qui constitue les problèmes par rapport à tout ça. Alors, il y a aussi la question des superpositions des droits, hein, et des affectations qui se posent aujourd'hui parce on a dans les aires protégées voilà, des minéraux, par exemple. Hein, quand vous parlez de la réserve à Fauna Okapi, j'ai vu, vous avez balancé la photo, c'est une réserve où il y a des minéraux, même le parc national de Kaouzi-Biega, il y a le coltan, il y a tout ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a ça. Ce sont des enjeux qui sont là et qui font que derrière l'exploitation, il y a beaucoup de choses. Peut-être on pourra en discuter à long et à large. Et il y a aussi le problème des conflits des limites, parce que dans certains endroits, la délimitation des aires protégées ne sont pas encore faites. Et la démarcation n'est pas encore là. Et donc, c'est même difficile de savoir où est-ce que le parc commence. Et ça, ce sont des questions très, très... Et au-delà de tout ça, il faudra dire que le travail que vous êtes en train de faire et nous sommes en train de faire, et a poussé un tout petit peu les choses en avant parce qu'on a vu au niveau des lycées scènes, au niveau Là, pardon, je t'arrête, Blaise, parce qu'on va revenir dans une question de suivi sur justement les évolutions récentes. Et là, on voulait planter le décor. Donc, je m'excuse, hein, mais je t'arrête maintenant pour qu'on puisse rentrer d'abord dans un peu ce panorama. Et ensuite, on revient sur justement ces évolutions. Merci beaucoup d'avoir ainsi planté le décor. On voulait maintenant, là tu dis, tu parlais de stricte application de la conservation, donc on voulait illustrer ça avec le cas spécifique de Kaouzi Biega avec notre deuxième intervenant. Donc Kaouzi Biega, c'est l'abréviation PNKB qu'on a entendu tout à l'heure. Donc Jean-Marie Bantou. Alors, excusez-moi, les interprètes me demandent de parler plus lentement, donc je vais essayer de faire un effort et je demanderai à mes collègues panélistes de faire de même. Merci et désolé pour le stress, amis interprètes. Donc Jean-Marie Bantou travaille avec une autre ONG congolaise qui s'appelle Environnement, Ressources naturelles et Développement, ERND Institute. ERND défend et promeut les droits des communautés locales et des peuples autochtones suivant l'approche de conservation de la nature basée sur les droits. Donc en anglais, on dirait Community-Based or Right-Based Conservation. Jean-Marie nous rejoint depuis Bukavu, capitale du Sud Kivu, dans l'est du pays, où il œuvre inlassablement pour défendre les droits des populations autochtones. Jean-Marie, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Peux-tu nous parler de la situation des populations autochtones de la région de PNKB, du Kaouzi-Biega et de leur lutte pour leurs droits? Merci Jean-Marie, c'est à beaucoup, toi. Frédéric. Merci. Merci beaucoup, Blaise, qui vient de retracer les modes de création des parcs nationaux, tout ce qui est comme aire protégée dans notre pays. Ici, je salue tous les panélistes. Surtout, je vois Samuel, avec qui on est toujours à la Commission africaine. Alors ici, là, je vais juste parler de la conservation forteresse dans le parc national de Kaouzi-Biega. Et ici, comme vient de le dire Frédéric, donc nous sommes dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et le cas qui est spécifique par rapport avec les communautés qui sont impactées avec les politiques de conservation, nous avons les batois de Kaouzi-Biega qui étaient leur forêt, leur terre ancestrale. Mais est-il que depuis 1970, ça fait déjà plus d'un demi-siècle, il y a une ordonnance présidentielle qui a érigé la forêt ou bien les terres des batois de Kaouzi-Biega en aire protégée. Et cette aire protégée, c'est le parc
le parc de Kahuzi-Biega. Alors, cela s'est passé de façon très cavalière, brutale et avec beaucoup de violence. Donc, la première ordonnance avait étendu la réserve à 600 hectares, ce qui a fait que tous les peuples autochtones pygmées, batois, quittent leurs terres ancestrales. Ils ont quitté, ils se sont retirés dans des zones d'à côté, toujours dans leur forêt. Mais en 1975, il y a eu une autre ordonnance qui leur a demandé finalement de quitter totalement la forêt. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont allés se réfugier dans des villages voisins qui sont localisés dans 3 territoires. D'abord le territoire de Kabare, le territoire de Kalehe, et d'autres ont émigré jusque dans l'île d'Idjui, au milieu du lac Kivu. Et donc, cela a été fait sans consultation, sans indemnisation. Et que donc, depuis une 50aine d'années, ces communautés vulnérables vivent dans des situations déplorables. Eh bien, dès que la forêt a été érigée en parc, qui est gardé par des rangers, des éco-gardes, s'il vous plaît, qui sont armés, ils n'ont plus de possibilité d'accéder à tout ce qu'ils avaient comme avantage, notamment les produits forestiers non ligneux. Leur culture a été dépravée. Ils ont été séparés parce que les familles, c'est chacun qui prenait sa direction. Ils ont perdu même leur langue. Il y a eu beaucoup de problèmes du point de vue culturel, surtout tout ce qu'ils devaient pratiquer comme tradition dans leurs terres ancestrales. Et c'est comme ça que, après beaucoup de recours coutumières, de façon, de façon à l'amiable, donc il n'y a pas eu de solution pour qu'ils retournent dans leurs terres ancestrales. Et c'est comme ça qu'à partir de 2008, ils ont intenté un procès en justice, ce qui est une voie légale autorisée par la Constitution congolaise. Et quand ils ont intenté ces recours, ils ont commencé par la première voie de recours. Et en République démocratique du Congo, surtout au sud Kivu, c'est le tribunal de grande instance de Kavumu. Ils ont commencé par là. Le juge qui a reçu le dossier s'est déclaré incompétent, qu'il ne peut pas casser une décision qui a été prise par le président de la République. Ils sont allés en appel à la cour d'appel de Bukavu. Le juge à la cour d'appel a reconduit la même décision comme celle de la première instance. Et comme nous avons une troisième voie de recours, c'est la cour de cassation, nous sommes allés jusqu'à Kinshasa, à la cour de cassation, pour voir si finalement le gouvernement congolais pouvait donner un arrêt qui puisse répondre aux revendications des peuples autochtones pygmées. Et ces revendications sont telles qu'ils puissent être réintégrés dans leurs terres ancestrales et qu'ils puissent être dédommagés à cause de tous les préjudices qu'ils ont subis depuis plus d'un demi-siècle. Et que donc, nous avons fait beaucoup de travaux, beaucoup de missions de plaidoyer au niveau local en province, au niveau de la capitale à Kinshasa,
mais jusqu'à cette heure, la Cour de cassation n'a jamais rendu un arrêt qui puisse répondre aux demandes des peuples autochtones pygmées de Kahuzi-Biega. Et ils continuent à vivre dans des situations précaires, alors qu'il y a d'autres communautés qui vivent dans leurs terres ancestrales ou bien dans les paramètres. Il y a d'autres communautés qui exploitent les ressources naturelles dans le parc national de Kahuzi-Biega, notamment les minéraux, il y a même le braconnage, il y a aussi la carbonisation, l'exploitation du bois. Et que donc, on se retrouve devant une situation où une communauté a été exclue alors que c'est elle qui était la détentrice de la terre ou de la forêt au profit d'autres communautés qui exploitent de façon illégale les différentes ressources. Donc, quand nous sommes arrivés à ce niveau, au regard des délais qui doivent être impartis au niveau de la Cour de cassation, nous sommes dit que comme la République démocratique du Congo est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons embrassé la phase régionale au niveau de la Cour, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, je crois qu'avec ça, nous avons travaillé beaucoup avec Samuel. Nous travaillons avec d'autres partenaires qui sont beaucoup intervenus, notamment la Rainforest Foundation Norway et Minority Rights Groups. Nous sommes aussi avec Force People Group. Voilà donc ce que je pouvais présenter dans les premiers moments, sous réserve des questions qui vont être posées pour plus de clarification. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'était très intéressant et bravo pour tout ce travail parce que c'est tout ce marathon de tribunaux, c'est un travail de longue haleine et c'est très, très impressionnant d'avoir effectué ça toutes ces années. On va revenir effectivement sur ce qui s'est passé avec la African Commission avec Samuel. Mais avant ça, moving back to English, Donc, nous retournons en anglais, nous allons explorer certaines des dimensions internationales en matière de conservation. À cet effet, dans le CLE Parlement, qui est professeur assistant à Zetelingen aux Pays-Bas. Esther est écologiste et politologue basée qui étudie les zones de conflit, exactement, précisément le thème qui nous réunit aujourd'hui. Elle a étudié en particulier la militarisation de la conservation de la nature, c'est en particulier en RDC. Elle a travaillé en particulier dans le Nord Kivu, là où se situe Jean-Marie aujourd'hui. Esther, soyez la bienvenue. Pouvez-vous nous parler donc un petit peu des différents bailleurs de fonds, des différentes agences donatrices et est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des solutions partielles? Oui, merci pour cette opportunité. Alors, en effet, je pense qu'il y a, elles font partie du problème, elles devraient faire partie de la solution, ces agences donatrices. Donc, c'est mes 12 ans d'études sur cette thématique-là. J'ai visité 3 différents secteurs, du nord au sud. Et en matière de conservation, nous avons constaté des nouveaux cas de militarisation en matière de conservation. Il y a une nouvelle solution basée sur une approche militaire. Donc, également les opérations insurgées avec l'ONU et la SCCN l'Institut congolais pour la conservation de la nature, nous, avec le soutien de nouveaux développements, par exemple, au Virunga, il y a la Commission européenne qui a financé depuis 20 ans maintenant les parcs nationaux et a engagé un partenariat donc local. Alors,
D'un point de vue de l'application de la loi, au niveau de la militarisation, cela crée une question sur le long terme concernant la responsabilité. Lorsque vous avez des ONG européennes qui sont responsables pour la dimension du PAR, mais également les forces de l'ordre et l'application de la loi qui doivent également être considérées et qui ont été mises à nous avons considéré des violations de certains droits. Dans le Nord Kivu, il y a énormément de conflits locaux avec les groupes rebelles qui sont actifs dans certaines parties et la seule option est la militarisation dans ces cas-là. Ça peut vous ralentir un petit peu pour les interprètes, s'il vous plaît? Oui, merci, bien sûr. Peut-être je pourrais parler en français, je pourrais peut-être parler plus lentement. En tout cas, donc la conservation militarisée est la seule possibilité au Congo, puisque cette exception au niveau du Congo, c'est la seule solution, donc cette solution militarisée qui a été identifiée. Et ce n'est pas une question de pouvoir, avec cette militarisation, de gérer, il ne s'agit pas de gérer les conflits locaux et militarisés, mais au contraire, cela amène davantage de mobilisation militaire. Donc, c'est un cercle vicieux en termes de mobilisation, puisque plus nous avons de militarisation pour la conservation, eh bien plus cela met de l'eau au moulin pour que les gens rejoignent, pour que les populations rejoignent les troupes. Donc, les efforts, par exemple, au sein de l'industrie et sur les questions de la conservation, les questions de la pêche illicite également, cela permet de mobiliser les personnes pour pouvoir joindre les troupes, entre guillemets, et donc les gens vont pouvoir vous protéger contre les populations, les mouvements rebelles armés, mais en échange, vous allez pouvoir devoir payer des impôts. Donc, dans les forces d'application de la loi en Virunga, exercent de manière coercitive pour forcer la mobilisation et pour répondre aux questions à la forte insécurité. Donc, il y a énormément de questions sur le respect des droits humains impliqués. Donc, toute la question de la manière par laquelle ces violations ont lieu et souvent, les responsables des parcs sont accusés d'exactions pour se défendre, disent voilà, ça ce sont les méthodes des parcs congolais, donc ils sont sous la force de la loi congolaise. Mais si tout se passe bien, si on trouve des histoires couronnées de succès, eh bien, ils ont tendance à s'attribuer le succès. Les donateurs européens ont tendance à s'attribuer le succès. Donc, il y a là une question de responsabilité sur l'ensemble du parc et nous devons comprendre comment ces mécanismes sont reportés et comment les bailleurs de fonds peuvent justement investir l'argent pour la certification. Donc, je pense que concernant le rôle des bailleurs de fonds qui est particulièrement important et pour aller au-delà, cette idée que le Congo est une exception en matière de conservation et que la conservation militarisée soit la seule option, il y a ce que je veux souligner par là, c'est qu'il y a une perspective de la part des rangers congolais, de la part des gardes forestiers congolais. Ils vivent également des situations dangereuses. Ils sont mis en premier plan pour pouvoir faire face aux groupes rebelles et ils sont placés en situation particulièrement dangereuse, sans un soutien approprié. Et ils sont les cibles
le cible de ces groupes rebelles, puisque les groupes rebelles vont attaquer également les gardes forestiers de ces parcs. Donc, le travail difficile effectué par les gardes forestiers des parcs nationaux congolais est particulièrement important à souligner pour le succès de la conservation de la nature au Congo, puisqu'il y a eu la guerre depuis 2023 avec des groupes rebelles qui ont créé des tensions, des difficultés. Le groupe M23 qui ont attaqué les parcs. Des gardes forestiers ont été tués dans de nombreuses zones. Donc, cela montre qu'il y a une approche qui ne fonctionne pas forcément. Nous avons besoin donc de protéger les vies humaines. Et sur certaines situations, par exemple, nous avons vu énormément de manifestations contre le parc, mais les personnels du parc sont nerveux également puisqu'ils essaient d'exercer le contrôle à l'égard des fraudes et tout cela crée énormément de frustration sur les questions d'implication des populations en matière de conservation. Donc, s'il s'agit là de l'utilisation appropriée des armes, au-delà de fournir des armes et de militariser, cela ne fonctionne pas s'il n'y a pas de contrôle et d'utilisation mesurée de ces armes. Donc, je pense que c'est particulièrement important d'aborder ces questions de militarisation et la conservation. J'espère que j'étais dans les temps. Oui, parfaitement. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. C'était particulièrement intéressant et cela fait écho à ce que disait Jean-Marie, la présence de minerais et de tout ce vide créé par le déplacement des populations autochtones qui a laissé ces zones ouvertes à de nombreux facteurs, y compris aux milices qui exploitent les minerais. Donc, merci beaucoup. Mardi, et nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir Samuel Ademdassi qui nous rejoint de Banjul. Samuel est le responsable pour les droits minoritaires, l'acronyme MRG. Samuel est avocat spécialisé en défense pénale. Il joue un rôle essentiel pour souligner, pour travailler en plaidoyer en faveur des Batois, des populations autochtones Batois. Samuel a porté ses dossiers auprès de la Commission des droits humains. Il va nous parler de ses efforts. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette opportunité de me joindre à vous aujourd'hui. Lors de ce webinaire, je parlerai de la conservation aux forteresses et l'évaluation des actions qui ont été intentées contre les populations autochtones, en particulier contre les populations autochtones Batois en RDC. Avant de rejoindre MRG, j'ai travaillé pour la Commission afghane pour les droits humains. Puis, j'ai participé au processus de discussion. Nous avons obtenu des décisions fédérales en faveur des Batois. Concernant les échecs au niveau national, pour adresser donc, les demandes des Batois, qui sont toujours des partenaires. The Minority Rights Group International, that's the organization that assists les populations autochtones on the continent to escalate their plight and their voices before international font remonter leur plaidoyer, leur voix, comme Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir, comme l'a fait pour la Commission afghane en 2015, avec MRG, nous avons
reçu une plainte devant la Commission afghane concernant la violation de certains droits humains à l'égard de la population afghane. Les droits des personnes sont un outil pour lequel nous travaillons. Il y a eu donc une obligation avec la Charte africaine des droits humains de pouvoir protéger les peuples de toute violation. Devant la Commission africaine, en 2022, une décision a été prise. Cette décision devant l'Union africaine a été portée devant l'Union africaine en vue de son adoption avant qu'elle soit partagée avec l'ensemble des parties. Donc, finalement, le 4 juillet 2024, la décision finale a donné des corrections qui ont donné une meilleure compréhension du contexte de ce qu'était la conservation de la nature pour que ces décisions puissent être adressées au niveau de l'ensemble des parties dans le cadre de ce dossier. Donc, c'était une victoire pour les communautés Batwa, pour les BNKB. Nous avons pu souligner certains faits saillants suite à cette décision. Cette décision demande urgemment au gouvernement de l'RDC de reconnaître les Batouans comme étant des pleins citoyens de l'RDC. La décision demande prestamment à l'RDC de restituer tous les territoires qui ont été confisqués aux communautés Batwa. Certains territoires desquels les Batwa ont été évincés donc, nous nous attendons à ce que les Batouans récupèrent leur territoire et que les titres de propriété leur soient octroyés. Le gouvernement doit également payer des compensations aux communautés Batouas en préjudice de tous les abus et les viols qui ont été commis à l'égard des Batouas lorsque ces violations ont été en titre de réparation des violations perpétrées. Nous parlons également lorsque les appels ont été lancés et en dernier lieu, la décision oblige le gouvernement du RDC de proclamer des excuses à l'égard des communautés Batouas pour toutes les violations commises et les exactions effectuées. Pour conclure, je dirais que la décision la décision a déclaré que les articles 1, 4, 8, article 14, l'article 16, l'article 17, article 21 et 22 et l'article 24 de la Charte africaine ont été violés. Et 2 articles de la Charte africaine ont été violés à l'égard des actions entreprises à l'encontre des populations Batouas. Certains liens ont été postés dans le chat. Je vous encourage à les consulter. Il y a des rapports particulièrement importants
qui remettent en contexte les thématiques abordées au cours de ce webinaire et concernant les abus de pouvoir, les purges opérées par les MRG, la question de responsabilité également, et la révision des droits des communautés autochtones, en particulier des Batois. Donc, merci pour votre attention. Je suis disponible encore pour quelques minutes si vous avez des questions, des commentaires éventuels. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Ce travail est particulièrement inspirant et prometteur. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur les applications plus étendues de ces décisions. Nous allons passer maintenant en français. Je vais repasser en français pour parler avec Blaise. Blaise, ton organisation APEM vise, je cite, un monde sans injustice dans la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité. Peux-tu nous dire comment cette vision peut se matérialiser en RDC? Autrement dit, comment faites-vous les choses à peine différemment pour enfin changer de paradigme, ce qu'on appelle depuis de nombreuses années? Oui, merci beaucoup. Au fait, c'est un travail qui est fait, pas seulement par APEM, hein, parce que nous avons fait un grand travail avec plusieurs partenaires, notamment la Rainforest Foundation UK et FIP aussi, sur la question, parce qu'on a compris que il y avait la conservation policière ne peut pas marcher, ne peut pas marcher en République démocratique du Congo. Au regard des conflits hein, qu'il génère et tout ce qu'il y a comme violation des droits humains. Alors, il y a un travail qui a été fait avec nos partenaires et ça a ramené les différents cas de violation des droits humains au niveau le plus haut, c'est-à-dire on a fait un plaidoyer, on a fait un travail de monitoring sur le terrain. On est venu à Kinshasa, il y a eu un plaidoyer qui a été fait au niveau international auprès des différents bailleurs et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un petit changement au niveau institutionnel, d'abord au niveau de l'ICCN, où aujourd'hui nous avons déjà une direction, une cellule des droits humains. Ça existe, ça c'est quelque chose qui existe, mais ce qui est vrai est que on est encore au niveau des narratifs, on est encore au niveau de... Ce n'est pas encore vraiment quelque chose sur qui on peut compter si rien n'est fait. Parce que ça, c'est la première des choses à dire. Alors, il y a aussi quelque chose qui a été fait, parce que l'idée, c'était que dans tout ça, les communautés n'ont pas où aller. Quand il y a un problème, les communautés n'ont pas où aller. C'est comme ça que il y a les mécanismes de gestion des plaintes et qui existent déjà et qui est en train d'être mis en place dans certaines aires protégées. Et là, il y a un guide sur lequel nous on a travaillé parce qu'on nous a impliqués comme société civile, travaillant sur les questions de droits humains dans la conservation, où nous avons essayé un peu de mettre des aspects et qui favoriserait évidemment que ce soit vraiment des mécanismes qui fonctionnent et qui permet à toute victime d'entrer en contact avec les sites et trouver une solution à ce niveau-là. Alors, il y a des tests qui ont commencé déjà en 2022, hein, parce qu'au niveau de Salonga, ça a commencé, et dans d'autres parcs, on est en train de le mettre en place. Dans tous les sites, on commence à avoir un monsieur ou une équipe qui travaille sur les questions de droits humains dans l'aire protégée. Et aussi, il y a l'adoption des directives par rapport aux clips dans la conservation. Et tout ça vient évidemment... Pardon, tu peux dire ce que c'est le clip, s'il te plaît? Le consentement libre, informé et préalable. Et donc, c'est évidemment, voilà,
les niveaux le plus haut de considération des droits des communautés où, là où ils sont, ils doivent être, on doit avoir leur consentement avant de faire quoi que ce soit. Et ça, et si ça a été fait avant, on ne serait pas dans la situation qu'on a connue au niveau du PNKB aujourd'hui. Et l'idée, c'est que le clip-là soit vraiment un outil de gestion même de l'air protégé. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut toujours avoir le consentement des communautés par rapport à ça. Mais malheureusement, tout ça, c'est dont je viens de parler, est buté à un défi, à des défis importants qui sont politiques et qui sont aussi sécuritaires, comme on l'a dit, et techniques et même financiers. Parce que quand on regarde la manière même dont les mécanismes de gestion de plaintes sont en train de s'implanter, on se pose la question. Par exemple, pour nous, l'idée, c'était que les mécanismes-là devraient être gérés par une structure en dehors de la structure qui gère l'air protégé. Parce que pour des raisons d'indépendance, il faut pas que ça soit. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, par exemple, au niveau du PNKB, c'est un mécanisme qui est piloté et géré par WCS, qui déjà fait partie de la gestion de l'air protégé. Parce qu'il est en congestion avec l'ICCN à ce niveau-là. Et on se pose la question si ça va bien fonctionner au regard du simple fait que on peut se retrouver être juge et partie au même moment. Et ça, c'est vraiment un sérieux problème par rapport à la cellule de droits humains et qui est ici. Voilà, donc, bon, il y a des soucis de moyens, il y a aussi le renforcement des capacités parce qu'ils doivent être dans tous les différents sites pour travailler et renforcer les capacités des gens qui sont là aux côtés des communautés en train d'appliquer la loi sur la conservation et la faune. Et tout ça pose un sérieux problème. Alors, si on n'y va pas, on ne va pas arriver aux objectifs de conservation. On ne va pas arriver aux objectifs de conservation. Dans le simple fait que nous avons vu ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, la courbe de la faune dans les aires protégées en train de descendre depuis des années. Et donc, il y a lieu de changer. Il y a lieu de changer et les ouvertures sont là. Les ouvertures dans la loi, ce qui est vrai est qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir des aires protégées gérées par des particuliers, des aires protégées gérées par les communautés, des aires protégées d'intérêt national, d'intérêt provincial et d'intérêt local. Donc, c'est bien clair, mais malheureusement, au niveau de cette loi-là, la loi là souffre d'application tout simplement parce qu'il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour assurer son application au niveau des terrains. Donc, les défis sont énormes et donc, c'est bien de commencer la réflexion et voilà, et de partir et de pousser pour voir comment aider l'ICCN parce que qui semble s'ouvrir un tout petit peu sur la question et pousser pour que ça soit vraiment quelque chose qu'il porte et qui va mettre en pratique. Sinon, ça risque d'être juste les chansons et puis sur le terrain, c'est autre chose qui s'est fait. Ouais, ben, merci. C'est très édifiant. Et c'est ce qu'on critique beaucoup dans le rapport, c'est que la réponse principale aux abus dont on parlait précédemment, ce sont des mécanismes finalement assez administratifs de gestion de plaintes, de formation sur les droits humains, de fascicules qu'on distribue, mais pas de changement fondamental finalement, c'est vraiment ce qui pose problème. Donc, je suis très heureux que tu aies parlé finalement de ce que ça voudrait dire, finalement d'avoir les communautés qui sont en charge de la conservation, et c'est certainement la voie pour la fin de la conservation en forteresse. Et donc, ben, merci beaucoup pour ça, Blaise. Et je voulais retourner à Jean-Marie avec cette décision tant attendue de la Commission africaine, donc qui dit qu'il y a 3 mois. Jean-Marie, que va-t-il se passer ou que doit-il se passer localement maintenant que la décision a été prise au niveau de la Commission?
Est-ce que les Batois peuvent désormais rentrer sur leur terre en sécurité et être en charge de la conservation? Dis-nous comment ça va se passer. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Euh, je dois d'abord vous dire que c'était une très, très grande satisfaction pour nous comme organisation qui accompagnons les peuples autochtones expulsés de Kaouzi-Biega, mais aussi et surtout comme défenseurs des droits des communautés dans un contexte que vous connaissez à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un travail qui a requis beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau régional surtout. Et c'est là que j'ai continué à saisir l'opportunité pour féliciter de telles assises. Parce que si nous sommes arrivés à la phase actuelle d'obtenir une décision, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont donné corps et âme, à l'exemple des autres qui ont milité pour d'autres communautés comme les Andorois et les Ogiek de Kenya, les Bennett de l'Ouganda, les Maasai, et ainsi de suite. Mais on sent que c'est un travail dur. Alors, la décision est sortie effectivement. Nous l'avons saluée et c'est seulement le 25 et le 26 de ce mois de septembre que nous avons fait des cérémonies officielles pour informer les peuples autochtones et batois qu'ils ont gagné le procès. Et pas n'importe quel procès parce que aller en procès avec un éléphant comme la République démocratique du Congo, ce n'est pas facile. Mais comme Samuel l'a bien décrit, les faits ont été bien clairs. La violation de plusieurs articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a fait que les Batois aient gain de cause. Pourquoi nous avons attendu 3 mois pour annoncer aux peuples autochtones et batois qu'ils ont gagné leur procès? Eh bien, tel que nous vivons avec nos communautés-là, il suffisait d'aller annoncer la victoire de façon brutale pour qu'ils se déploient immédiatement dans les parcs et là, ils vont peut-être se rendre justice. Et nous avons trouvé que ça serait encore une fois une façon de préjudicier ou bien de passer à l'encontre de la procédure requise. Parce que la décision a bien décrit les différentes phases par lesquelles on doit passer pour la réintégration dans leurs droits. Et que donc, pour nous, il n'est pas question pour les Batois d'aller se rendre justice. Pour nous, il est maintenant le grand moment de mener des actions de grande envergure de plaidoyer à tous les niveaux, y compris les partenaires internationaux et surtout les partenaires du parc qui devraient faire pression sur le gouvernement congolais pour que ce gouvernement arrive à mettre en application les recommandations de la décision de la Commission africaine. Évidemment, nous devons parler avec vous de la force contraignante de cette décision. Est-ce que les recommandations de la Commission africaine pourraient cette fois-ci inciter nos autorités gouvernementales et les parcs nationaux de Kaouzi-Biega
à obtempérer tous les temps qu'ils n'ont même pas voulu répondre aux actes de notification émises par les différentes juridictions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional. Donc, à notre niveau, nous menons des travaux à la base pour demander aux communautés de s'apaiser et d'attendre la mise en application tout en étant dans leur village, là où ils ont été reçus, et par des voies pacifiques. Voilà un peu donc là où nous en sommes. Mais dans les réunions que nous venions de faire avec les partenaires de FPP et d'autres à distance, notamment Samuel, les Batois pensaient que le fait qu'on ait rendu la décision leur donne le feu vert d'entrer tout droit dans leurs 6 collines qu'ils ont bien identifiées. Mais nous avons senti que cette mission a été d'une grande importance et que donc les Batois sont là apaisés. On ne va pas se cacher la vérité. Il y a une petite portion des Batois qui était déjà là dans les limites du parc avant la sortie de la décision. Nous sommes en train de travailler là-dessus aussi pour voir dans quelle mesure tout ce qu'il y a comme exploitation illicite ne peut pas leur être imputé parce qu'il y a maintenant les différents exploitants, des commerçants qui viennent de 2 grandes villes, de Bukavu et de Goma, qui profitent de la présence de cette portion de Batois dans les parcs nationaux pour aller finalement exploiter à grande échelle les différentes ressources. Et souvent, tout cela va sur les dos des Batois. Alors que eux, quand ils sont là, apparemment, ils ne sont que comme main-d'œuvre. On les utilise. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est justement ce que Esther va discuter maintenant. Mais je voulais juste faire un point sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment, on peut se réjouir de cette décision, mais c'est vraiment le moment d'avoir une mobilisation générale de tous les acteurs, que ce soit les grosses ONG internationales, que ce soit les bailleurs de fonds et bien sûr le gouvernement, mais pour faire en sorte que cette décision soit applicable. Et on comprend bien les challenges, les enjeux aujourd'hui de cette application. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie. Esther, one of the arguments we have heard, and we've just heard that again from Jean-Marie. Ce que nous avons entendu de Jean-Marie avec la gestion du parc et des organisations et les problèmes des Batois qui sont responsables de la déforestation avec le charbon de bois. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer? Yes. So in the case of Virunga, en ce qui concerne le charbon de bois, it's a bit different c'est un than petit the peu différent but I think there are many similarities that it's often the Batois du or PKB. People are often criminalized about their participation in the charcoal industry. Les Batois participent à cette industrie car ils sont dans des situations désespérées. J'ai parlé à des gens qui sont allés vers Virunga et pour essayer de voir combien ils gagnaient pour fabriquer ce charbon de bois et ce qui leur reste à l'issue du processus. Ils ont gagné $1 ou $2. L'argent qui est fait et les vrais profits sont par les intermédiaires, les soldats du FRDC qui sont mobilisés. Les Batois font tout le boulot, mais ce sont les intermédiaires, les hommes d'affaires et quelquefois les groupes rebelles qui en profitent au maximum au moment de la distribution. C'est là où les profits sont faits.
a lot of to tackle really il faut the bien charcoal sûr problem, adresser le because it problème is a du problem, charbon it de does bois parce que contribute ça contribue à la deforestation. It's déforestation. often also especially the role of the Mais, Congolese army et c'est that aussi needs to be l'armée congolaise acknowledged, qui doit that reconnaître often son plays rôle. an important role in facilitating this charcoal business. Merci Esther. Pour nous aider à comprendre la complexité de ces activités d'extraction illicite. Samuel, vous avez partagé cette décision historique pour DRC, RDC. En Tanzanie, nous avons eu des problèmes similaires avec des expulsions. Aujourd'hui, le problème est même plus important car il y a des objectifs 30-30 et franchement, on constate qu'il y a encore plus d'évictions et bien plus d'abus. Comment voyez-vous le rôle de l'Union africaine pour soutenir la conservation Thank you very much, Federica. This is a et very abolir important question cette you have just posed. conservation forteresse? It brings us Merci to beaucoup. the point Cette where question est vraiment très we have to importante make car very, en very fait, strong statements il faut avoir une regarding position indigenous très peoples forte, and solide sur the role they play les in peuples nature traditionnels. preservation and Ils ont leur rôle à jouer preservation. dans la We are diversité talking et la about a préservation. category of people whose main activities, Pour for example, les for the Batois, Batwans, they are ce sont des hunter-gatherers. chasseurs-cueilleurs. And when we hear that they are involved in the Et charcoal pour industry, we might be l'industrie wondering, du when charbon did de they bois, change from becoming hunter-gatherers to becoming comment commercial ces gens sont traders devenus in des charcoal? dealers du And charbon de bois. I wish we had On more pourrait time to bien discuss sûr consacrer on plus de this temps à issue discuter to ce point. bring out the lies that have been told in respect of indigenous people. But there's a saying that goes Mais that when you give a dog a bad name, you hang the dog. And this is what has been happening. Indigenous peoples have been labeled all kinds of names for the sole peuples purpose of indigènes taking them sont appelés out de of toutes their sortes de traditional noms ancestral lands, so that third parties can be allowed into ils the sont land mis au to pied du cause the mur, alors carnage que which we are les défenseurs, experiencing, les pseudo-défenseurs deforestation, de la destruction of conservation biodiversity, font and bien pollution plus of de the environment, ravages dans la which is only leading to biodiversité. global warming. Now, La the conclusion is that this means of cette conservation forteresse ne fonctionne pas. It is based on a false premise that nature and biodiversity will be preserved when indigenous people are taken or when human habitation is taken out of the area that needs to be conserved. That is false. It does not work. Wherever this process of conservation has been involved, within a few years, it has been discovered that more damage has been done to the environment and to biodiversity than when human presence was in the area concerned. I guess that will be a topic for another day. But let me speak to what the Commission said and the implications of the Commission's decision in a wider context. I want to first of all start by saying that the Commission's decision builds on previous decisions, both from the African Commission itself, in the NGOs case, which was also litigated by Minority Rights Group International, and the Ogiek case of Kenya, also litigated by Minority Rights Group. Now, before I come to what the decision in the Batuan case says, let me first of all state what the African Court has stated, that first, indigenous peoples are the best guardians of the environment and biodiversity. De cette biodiversité et de l'environnement. Je me répète, ce sont les meilleurs gardiens de la biodiversité. Cela a été mentionné dans cette affaire. Now, in le cas DRC case, the Batuan case, the Commission went further to state that the system of conservation, which we now are calling fortress conservation, has failed
a prouvé être inefficace. PNKB. Now, what this means is that everywhere where the model of conservation, which involves the eviction of indigenous peoples from their traditional land, des indigènes de and leur wherever they terre are traditionnelle from having et les access empêcher to that d'avoir land, accès à has cette terre failed, not a only in the mis en DRC, échec but also in la Africa RDC, as a whole. mais aussi toute Now, that l'Afrique. is the first time any Et c'est la première fois international human rights qu'un organe body has made this des pronouncement droits de that l'homme fortress conservation est has arrivé failed. à cette And it has conclusion. great Et cela implications a for indigenous peoples, in the sense that, un impact and what the incroyable Commission sur said is les that peuples indigènes. La going Commission dit further, que if pour indigenous aller un peu peoples are plus taken loin, out of their ancestral land for the purpose of conservation, we are looking at a situation where that land will be subjected to more damage. And there will be huge loss in biodiversity. L'implication est bien plus grande. Cette organisation de la biodiversité cause bien plus de dommages que les peuples autochtones. In Tanzania, where lorsque les Maasai ont été expulsés or to Kenya, where we are still having the eviction of de Lundo et Govongo, the Mao complex, and also in the various parts in the DRC. From some years to come, we will discover that those areas will have gone through a higher degree of degradation and loss in biodiversity, which is ironical il y a eu une to constatation de la dégradation de la biodiversité. The model of fortress conservation, which is being advocated now. The second implication of the decision is that the Commission and the court have explained that for biodiversity and for nature conservation to be properly preserved, conservation, les parties prenantes doivent travailler main dans la main avec les peuples indigènes. The original or traditional inhabitants of the place to be conserved. Because that place has remained the way it is, because those who have been living there has applied traditional knowledge leur connaissance humaine pour protéger l'environnement, la forêt. And the forest. This is because they have a symbiotic relationship with the forest. Une relation symbiotique and the forest also benefits from their presence in the forest. And in a symbiotic relationship, when you take out one of the parties, what you realize is that the other party dies out. So state parties and stakeholders are encouraged to work hand in hand with indigenous peoples to be able to protect the environment. I'll give you a short example in 2 minutes, then I'll give the floor back to you. A bit less than 2 minutes, please. Yes. Indigenous people, for example, when they go chasser, hunting, they will not hunt the female species. Ils ne vont pas chasser les femelles parce qu'ils réalisent que pour continuity, pour continuer l'espèce, il faut que les femelles restent en vie pour continuity. But other hunters who come for trophy hunting, like in all the other hunting parks, they kill indiscriminately. And before we know it, species disappear. Because if all the female species are killed, then there is no way to ensure continuity in the particular species. That is one traditional knowledge that is employed by indigenous peoples in their community that have assisted to make sure that the fauna and flora are preserved. Thank you very much, Anna. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pu I can have another minute to speak. Bien. Another time. Thank you. Merci. Désolé de vous interrompre, mais nous arrivons à la fin de ce webinaire, donc je pense que vous avez fait un grand travail en faisant tout ce grand travail, ce grand plaidoyer pour la conservation et en travaillant vraiment sur la conservation dirigée par les communautés, comme cela a été vraiment concrétisé récemment en RDC. Alors pour conclure, je voudrais vraiment souligner les faits saliants et les défis de taille en RDC qui est donc la relation étroite entre la conservation et les industries minières, en particulier la protection des gisements de cobalt, en particulier depuis 30 ans maintenant.
maintenant, cela a tué 6 millions de personnes. 6 millions de personnes ont été tuées. Et toutes les populations déployées en RDC, il y a énormément de corruption, de violence dans cette région, dans la région autour du parc. Et nous avons vu que l'extraction de ces minerais était liée à ces questions de corruption. Le président Tshisekedi a lancé un appel à une assemblée générale pour des sanctions contre le Rwanda, qui est active militairement en fournissant le mouvement rebelle M23. Et notre rapport détaille pourquoi les pays occidentaux, en commençant par les États-Unis, soutiennent le Rwanda et participent à ce que Tesla et Apple puissent bénéficier de l'extraction de ces ressources RDC. Toutes les actions doivent être entreprises et leur rôle dans la dévastation de ces terres doit être considéré. Donc, nous devons faire en sorte que les citoyens éclairés puissent passer également à l'action. Et nous avons besoin de l'ensemble de la mobilisation des parties prenantes sur ces questions-là. Alors, notre temps est parti et dépassé, désolé. Je ne ferai pas de dernière, ne ferons pas de session de réponse à vos questions, vos commentaires, mais je vais envoyer l'adresse email à laquelle vous pourrez envoyer vos questions et vos commentaires. Nous nous efforcerons d'y répondre. Il y a des liens utiles dans le chat ici à votre disposition. Je vous invite à le consulter pour l'ensemble de l'organisation et les ressources concernées. Puis, il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des panélistes pour ces présentations particulièrement éclairantes et ces discussions. C'est toujours trop court. Peut-être que nous aurons besoin d'organiser un autre webinaire très prochainement. Mais merci en tout cas de nous avoir rejoints, d'avoir passé du temps avec nous. Merci à toute l'équipe technique. Merci aux interprètes. Veuillez nous excuser d'avoir parlé assez vite quelquefois. Une dernière chose, sachez que ce webinaire sera enregistré en français et en anglais. Il sera disponible par le lien que nous vous enverrons. Vous pouvez le partager avec vos amis et vos collègues. Nous restons en contact. Donc, merci à nouveau, merci infiniment. Très bonne journée, au revoir.